Au dîner de Noël, mon père annonce « Tu es déshérité », effet immédiat. Ma sœur et mes frères trinquent. J'ai bu mon vin et dis calmement « Papa, vérifie ton compte ». Il sort son téléphone. Son visage devient blanc en voyant le solde à zéro. La nappe blanche du dîner de Noël était si parfaitement repassée qu'elle semblait pouvoir couper le souffle. Dans notre grande demeure familiale du Beaujolais, chaque détail criait une opulence froide et calculée, une mise en scène annuelle de la réussite des Arnaud. Les chandeliers en cristal, hérités de ma grand-mère, projetaient des éclats de lumière glaciale sur les visages souriants de ma famille, des sourires aussi fous que les guirlandes scintillantes sur l'immense sapin qui trônait dans le coin de la salle à manger. J'avais 32 ans, et l'air raréfié par le luxe et les non-dits me donnait l'impression d'être un étranger à ma propre table. Au dîner de Noël, mon père, Gérard Arnaud, s'est levé, son verre de vin à la main. Le patriarche. Le bâtisseur d'empire. Sa silhouette imposante a jeté une ombre sur la table. Il a annoncé d'une voix forte, une voix habituée à donner des ordres et à ne jamais être contestée, « Tu es déshérité, Renaud ». Avec effet immédiat. Ma sœur, Delphine, et mes frères, Bastien et Léandre, ont levé leurs verres dans un toast silencieux et complice, une vague de triomphe malsain passant dans leurs yeux. J'ai bu une gorgée de mon vin, un Saint-Émilion hors de prix, et j'ai dit calmement, ma voix tranchant avec la tension palpable, « Papa, vérifie ton compte ». Il a sorti son téléphone, un rictus de mépris aux lèvres, comme si j'étais un enfant capricieux. Puis son visage est devenu blanc. D'un blanc cadavérique. Il a fixé l'écran, les yeux écarquillés, incapable de comprendre le solde qui s'affichait, un zéro glacial et définitif. Avant que je ne vous raconte comment j'ai orchestré cette vengeance méticuleuse, minute par minute, pour démasquer leur trahison, laissez-moi un commentaire. Dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Votre soutien est précieux dans ce combat. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune histoire où la justice finit par triompher de la plus sombre des manières. L'air dans la salle à manger était devenu lourd, presque irrespirable. Le silence n'était rompu que par le tic-tac d'une vieille horloge comtoise, un son qui, soudain, ressemblait au compte à rebours de la chute de notre dynastie. Les yeux de mon père passaient de son téléphone à mon visage, son cerveau puissant cherchant frénétiquement une explication, une erreur de la banque, une blague de mauvais goût, n'importe quoi d'autre que la terrible réalité affichée sur l'écran. Il a rafraîchi la page. Encore et encore. Le zéro restait là, imperturbable, moqueur. « Qu'est-ce que ça veut dire » a-t-il murmuré, sa voix, d'habitude si autoritaire, n'étant plus qu'un filet tremblant. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais douter. Delphine, l'héritière désignée, a cessé de sourire. Son visage s'est durci. « C'est une de tes manipulations informatiques, Renaud ? Tu as toujours été jaloux de ce que tu ne pouvais pas contrôler. » Bastien, l'esthète cynique, a posé son verre avec un bruit sec qui a résonné dans le silence. « Explique-toi. » Tout de suite. Assez de théâtre. Seul Léandre, le Benjamin, semblait juste perdu, son regard d'enfant gâté passant de l'un à l'autre, incapable de saisir l'ampleur du drame. Il a même demandé, d'une voix naïve, « C'est une panne ?» Je les ai regardés, un par un, savourant ce court instant où le pouvoir avait changé de camp. Leurs visages, que je connaissais depuis toujours, m'apparaissaient soudain comme des masques de théâtre derrière lesquels se cachaient des années de cupidité, de complot et de mépris. J'ai gardé mon calme, un calme que j'avais mis des mois à construire, la seule armure que j'avais contre leur chaos. « Je n'ai rien fait à ton argent, papa, ai-je dit, ma voix posée et claire, chaque mot pesé. Je n'ai touché à aucun centime. Mais il est temps d'avoir une conversation honnête. Une conversation que nous aurions dû avoir il y a des années. Une conversation sur ce que vous avez fait, vous trois, avec l'argent de cette famille. » J'ai sorti une simple enveloppe de la poche intérieure de ma veste et je l'ai posée sur la table, à côté de mon assiette à peine touchée. Elle semblait insignifiante, mais elle contenait le début de leur fin. Le silence est revenu, plus pesant encore. Ils savaient. Au fond d'eux, ils savaient que ce n'était pas une simple dispute familiale. C'était un règlement de compte. La neige tombait doucement dehors, recouvrant le paysage d'un manteau blanc et pur.
Une pureté ironique, contrastant violemment avec la corruption qui rongeait notre famille de l'intérieur, comme une maladie incurable. Ce dîner de Noël n'était pas la fin. C'était le début du jugement. Et je serais à la fois le procureur et le juge. Comment en étions-nous arrivés là? La réponse se trouvait dans les cendres de notre passé. Pour comprendre la froideur de ce soir de Noël, il faut remonter le temps. Il faut comprendre la dynamique complexe et toxique de la famille Arnaud, un édifice magnifique vu de l'extérieur, mais aux fondations pourries. Mon père, Gérard, était un homme parti de rien, un titan de l'immobilier lyonnais qui vénérait le succès plus que tout. Pour lui, les affaires étaient une religion, et les émotions, une hérésie. Après le décès de ma mère, Isabelle, il y a 5 ans d'un cancer foudroyant, il s'est réfugié dans son travail comme dans une forteresse. Le deuil l'a muré, le transformant en un homme encore plus dur, plus exigeant, incapable de montrer la moindre faille. Isabelle était le cœur battant de notre foyer. C'était elle qui tempérait l'acier de mon père avec sa douceur, qui voyait au-delà des bilans comptables pour regarder l'âne de ses enfants. Je me souviens d'un après-midi, j'avais peut-être 12 ans. Mon père m'avait surpris en train de lire un livre sur les marchés boursiers. Des chiffres sans âme, de la spéculation de bureaucrates, avait-il décrété avec mépris. Laisse ça et viens sur un chantier. Apprends à construire quelque chose de tangible, de réel. Son regard disait clairement que ma passion était une déception. J'étais rentré dans ma chambre, le cœur lourd. Ma mère était venue me voir plus tard. Elle s'était assise sur mon lit et m'avait dit, « N'écoute pas, mon chéri. Les chiffres racontent des histoires, Renaud. Des histoires de rêve, de peur, d'ambition. Il suffit de savoir les lire. Ton père construit avec des briques, toi, tu construiras avec l'intelligence. C'est tout aussi noble. » C'est elle qui m'a encouragé à partir à Paris pour faire mes études, loin de l'ombre écrasante de mon père, pour que je puisse devenir moi-même. Ma sœur aînée, Delphine, avait 36 ans. Intelligente, ambitieuse, elle était le reflet parfait des attentes de mon père. Elle avait intégré l'entreprise familiale dès sa sortie d'école de commerce et avait gravi les échelons, non sans un certain talent, mais surtout grâce à une loyauté aveugle et une capacité à anticiper les désirs de notre père. Cependant, sous cette façade de fille parfaite se cachait une insécurité profonde. Mon succès à Paris, construit sans l'aide de personne, était pour elle une insulte personnelle, une remise en cause de sa propre légitimité en tant qu'héritière désignée. Je me souviens qu'enfant, elle changeait les règles des jeux pour être sûre de gagner, et si je gagnais malgré tout, elle allait pleurer chez mon père en disant que j'avais triché. Bastien, mon frère de 34 ans, était l'artiste raté de la famille. Dans sa jeunesse, il avait un vrai talent pour la peinture, un monde de couleurs et de formes qui était son refuge. Un jour, mon père a découvert sa cachette dans le grenier, remplie de toiles. Il n'a pas crié. Il a fait pire. Il a dit d'une voix glaciale, « Les artistes meurent de faim. Un Arnaud ne meurt pas de faim. Ce cirque est terminé. » Bastien avait donc abandonné ses pinceaux pour un poste de façade dans l'entreprise, un titre ronflant sans réelle responsabilité. Pour combler le vide de sa vie, il dépensait l'argent familial sans compter, en voitures de sport, en voyages exotiques, en fêtes somptueuses. C'était un pansement de luxe sur une blessure béante, une façon de crier sa frustration sans jamais oser affronter celui qui l'avait brisé. Et puis il y avait Léandre, le petit dernier, 27 ans. Gâté, surprotégé, il n'avait jamais connu le sens du mot « non ». Mon père voyait en lui une innocence à préserver, fermant les yeux sur ses dettes de jeu qui s'accumulaient, sur son incapacité à garder un emploi plus de quelques mois. Pour Delphine et Bastien, il était un pion facile à manipuler. Je me rappelle l'avoir surpris un jour en train de voler de l'argent dans le portefeuille de notre mère. Quand je l'ai confronté, il s'est mis à pleurer, et mes 2 aînés sont intervenus, me traitant de monstre de m'en prendre aux petits. Ils l'ont toujours utilisé comme bouclier. J'étais le mouton noir. L'exilé volontaire. Celui qui avait osé dire non à l'Empire, qui avait préféré la compétition féroce d'une banque d'investissement parisienne au confort d'un nom de famille. Chaque succès que je remportais était perçu non pas comme une fierté, mais comme une trahison. Mes retours à Lyon pour les fêtes étaient toujours tendus. Sans ma mère pour jouer les médiatrices,
la maison n'était plus qu'une coquille vide, un théâtre où chacun jouait un rôle qu'il méprisait. Cette dynamique toxique, ce mélange de jalousie, de frustration et de secret, était une bombe à retardement. Et le détonateur avait été activé bien avant ce fameux dîner de Noël. Quelques mois avant Noël, lors du dîner d'anniversaire de mon père, j'avais senti que quelque chose n'allait pas. En cherchant un livre dans son bureau, j'étais tombée sur des rapports financiers posés en évidence. Les chiffres ne collaient pas. Des acquisitions surévaluées, des honoraires de consultants exorbitants versés à des sociétés inconnues. J'ai tenté d'en parler à mon père, en privé. Renaud, occupe-toi de tes petites affaires à Paris, m'a-t-il lancé, dédaigneux. Laisse la vraie stratégie à ceux qui savent. Delphine, qui nous avait rejoints, a ajouté avec un sourire condescendant, tu vois le mal partout. Tu as toujours été comme ça. Tu ne supportes pas que l'entreprise prospère sans toi. J'avais insisté, expliquant que les anomalies étaient sérieuses, qu'il y avait un risque légal. Mon père s'est mis en colère, furieux que j'ose mettre en doute sa gestion et, par extension, celle de sa fille préférée. Il m'a ordonné de ne plus jamais me mêler de ses affaires. Ce que j'ignorais, c'est que ma simple curiosité avait déclenché la panique. Delphine et Bastien ont vu en moi une menace réelle. Ils ne se sont pas contentés de m'écarter, ils ont décidé de me neutraliser, de me détruire professionnellement pour que ma parole n'ait plus aucun poids. L'attaque fut sournoise, professionnelle, et d'une cruauté que je n'aurais jamais imaginée. Quelques semaines plus tard, à Paris, on m'a confié le dossier le plus important de ma carrière, une fusion-acquisition majeure pour un client stratégique de la banque. J'étais fière, je voyais là l'aboutissement de 10 ans de travail. J'ai plongé corps et âme dans le projet. Tout semblait parfait. Trop parfait. Delphine a utilisé les contacts de l'entreprise pour approcher discrètement un concurrent de ma banque. Par l'intermédiaire d'un avocat d'affaires véreux, ils ont monté une opération complexe. Ils ont fait fuiter des informations confidentielles sur le projet, mais de manière à ce que la fuite semble provenir de mon ordinateur, de mes accès. L'opération a tourné au désastre. Le cours de l'action a chuté, l'autorité des marchés financiers a ouvert une enquête, et toutes les preuves, habilement falsifiées, pointaient vers moi. J'étais accusé de délit d'initié. Du jour au lendemain, ma vie a basculé. J'ai été suspendu. Mes collègues, avec qui je déjeunais la veille, détournaient le regard dans les couloirs. Mon nom était sali. Je passais mes nuits à éplucher chaque email, chaque document, chaque ligne de code, cherchant la faille, l'erreur qui prouverait mon innocence. En vain. Le piège était parfait, invisible. J'étais seul à Paris, isolé, luttant contre des accusations qui pouvaient me conduire en prison et anéantir ma carrière. J'ai appelé ma famille, dans un dernier espoir naïf. La réaction de mon père fut glaciale, on récolte ce que l'on sème. Je t'ai toujours dit que ce milieu de requins finirait par te dévorer. Delphine a joué la surprise outrée au téléphone, sa voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Oh, mon pauvre Renaud. C'est terrible. Prends un bon avocat. Bastien s'est contenté d'un laconique, c'est la vie. Bon courage. Personne n'a proposé de m'aider. Personne n'a demandé si j'étais vraiment coupable. C'est à ce moment-là que le voile s'est déchiré. Leur indifférence n'était pas de la froideur, c'était de la culpabilité. J'étais seule, à Paris, combattant des fantômes, tandis que ma propre famille aiguisait ses couteaux dans mon dos. J'ai failli tout abandonner. J'ai passé une semaine enfermée chez moi, ne répondant plus au téléphone, le poids de l'injustice m'écrasant. J'ai failli les laisser gagner. Mais c'est là, au fond du désespoir, que la voix de ma mère m'est revenue, aussi claire qu'un murmure dans le silence de mon appartement. Les chiffres racontent des histoires, Renaud. Il suffit de savoir les lire. Et si l'histoire de ma chute était écrite non pas dans les dossiers de ma banque, mais dans les comptes de ma famille? Cette épreuve, cette trahison, a été la plus grande injustice de ma vie. Je me suis senti impuissant, poignardé dans le dos par mon propre sang. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, face à une telle machination, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné ou vous seriez-vous battu jusqu'au bout pour laver votre honneur? Le souvenir de ma mère a été l'étincelle dans mes ténèbres.
La douleur de la trahison s'est lentement transformée en une rage froide et concentrée. J'ai mis de côté le désastre de ma carrière parisienne, j'ai engagé le meilleur avocat possible pour gagner du temps, et j'ai concentré toute mon énergie sur un seul objectif, comprendre. Comprendre ce qui se passait au sein de l'entreprise Arnaud et pourquoi mes frères et sœurs avaient si peur de moi. Je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Mon premier réflexe a été de penser à Maître Laurent, le notaire et confident de ma mère, un homme d'une droiture impeccable qui avait toujours eu une affection particulière pour moi. Je l'ai appelé et nous avons convenu d'un rendez-vous discret à son étude, situé dans le quartier historique de Lyon. Son bureau était comme lui, ancien, sobre, rempli de livres et d'une odeur de cire et de papier. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, pendant que je lui exposais mes soupçons, le piège dont j'étais victime, et le lien que je faisais avec les finances de l'entreprise. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, ses doigts pianotant sur le bois de son bureau. Votre mère était une femme exceptionnellement perspicace, Renaud, a-t-il finalement dit. Elle aimait tous ses enfants, mais elle n'était pas aveugle. Vers la fin, elle s'inquiétait beaucoup. Elle voyait la cupidité de Delphine, la désinvolture de Bastien, la faiblesse de Léandre. Et elle voyait la façon dont votre père, absorbé par son empire et son deuil, refusait de voir la vérité. Il s'est levé et s'est dirigé vers un grand coffre-fort mural dissimulé derrière une tapisserie ancienne représentant une scène de chasse. Il en a sorti une petite boîte en bois qu'il m'a tendue par-dessus son bureau. Isabelle m'a confié ceci quelques mois avant sa mort. Elle m'a dit, et je me souviens de ses mots exacts, si un jour, mon Renaud se retrouve seul contre les autres, s'il a besoin de se battre pour ce qui est juste, donnez-lui ça. Il saura quoi en faire. Je crois que ce jour est arrivé. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait pas de plan, pas de lettre explicative. Juste une clé. Une simple clé de coffre de banque, et un morceau de papier sur lequel ma mère avait écrit de sa belle écriture penchée, quand la cupidité obscurcit la raison, cherche la vérité dans les chiffres que ton père ne regarde jamais. Le lendemain, je me suis rendue à la banque, le cœur battant. Le coffre contenait un unique objet, un journal intime relié en cuir noir, celui qu'elle tenait depuis des années. Assis dans le silence feutré de la salle de consultation, j'ai commencé à lire. Page après page, j'ai découvert une facette de ma mère que j'ignorais. Elle n'était pas seulement le cœur de la famille, elle en était aussi la gardienne silencieuse et inquiète. Elle avait noté ses doutes, documenté avec une précision de comptable les premières erreurs financières de Delphine, les emprunts de Bastien jamais remboursés. Elle décrivait avec une tristesse infinie comment son mari, aveuglé par sa propre vision de la réussite, refusait de voir les failles de ses enfants préférés. Une entrée m'a particulièrement frappée, 12 mars. Gérard a encore refusé de m'écouter au sujet de Bastien. Il dit que je m'inquiète pour rien, que c'est juste la fougue de la jeunesse. Mais ce n'est pas de la fougue, c'est un vide. Un vide que l'argent ne comblera jamais. Et Delphine, elle a le regard dur de son père, mais sans sa conscience. J'ai peur pour l'avenir. Dans les dernières pages, écrites d'une main affaiblie par la maladie, elle avait commencé sa propre enquête. Elle avait listé des noms de sociétés, des numéros de compte, des dates de transactions suspectes. Ce n'étaient pas des preuves irréfutables, mais des pistes, des fils à tirer. Elle avait commencé un travail que la mort l'avait empêché de terminer. En refermant le journal, les larmes coulaient sur mes joues. Ce n'était pas seulement du chagrin. C'était une rage froide, une détermination nouvelle. Ma mère ne m'avait pas laissé un plan de bataille. Elle m'avait laissé une mission. Elle m'avait donné la première pièce du puzzle, à moi de trouver les autres. Je n'étais plus une victime se débattant dans un piège. J'étais le fils d'Isabelle Arnaud, et j'allais terminer ce qu'elle avait commencé. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je n'étais plus seule. J'avais ma mère à mes côtés. Quelle serait ma prochaine étape? Il me fallait des alliés, des experts qui pourraient naviguer dans ces eaux troubles. Armée du journal de ma mère et d'une détermination nouvelle, j'ai compris que cette guerre ne se gagnerait pas avec les émotions, mais avec des faits. Des preuves irréfutables. J'avais besoin d'une équipe, petite mais experte, des gens de confiance qui n'auraient pas peur de s'attaquer à l'Empire Arnaud. La première personne que j'ai appelée était Chloé,
ma meilleure amie depuis nos années en école de commerce. Chloé n'était pas seulement une amie fidèle, elle était un génie de la cybersécurité, une hackeuse éthique qui travaillait en freelance pour de grandes entreprises, trouvant leurs failles de sécurité avant que les vrais méchants ne le fassent. Nous nous sommes retrouvés dans mon appartement parisien, qui était devenu mon quartier général. J'ai tout étalé sur la table, mes soupçons, le piège professionnel qui avait failli me coûter ma carrière, et le précieux journal de ma mère. Chloé a écouté, les yeux plissés de concentration, son visage passant de l'empathie à une colère froide. Donc, pour résumer, a-t-elle dit en tapotant déjà frénétiquement sur son ordinateur portable, ta sœur et tes frères pillent l'entreprise familiale, ils t'ont tendu un piège pour t'écarter, et ta mère, depuis l'au-delà, t'a laissé une carte au trésor pourri. J'adore. C'est le genre de défi qui me plaît. Son ton léger masquait mal la fureur dans son regard. Donne-moi les noms des sociétés qu'elle a listées. On va commencer par voir si elles existent vraiment, ou si ce sont juste des boîtes aux lettres. Pendant que Chloé commençait à sonder les profondeurs d'Internet, j'ai pris une décision coûteuse mais nécessaire. J'ai utilisé une grande partie de mes économies pour engager Marc, un détective privé recommandé par un contact de confiance de mon avocat. Ancien inspecteur de la brigade financière, Marc était un homme d'une 50aine d'années, discret, méthodique, avec un air fatigué qui cachait une intelligence redoutable et une patience infinie. Les drames familiaux pour de l'argent, m'a-t-il dit lors de notre premier entretien dans un café anonyme, c'est 90% de mon travail. Et c'est toujours plus sale qu'on ne l'imagine. Les gens sont capables du pire pour l'héritage. Je lui ai tout expliqué, sans rien omettre. Il n'a pas sourcillé. Il a simplement hoché la tête et dit, « Donnez-moi une semaine. Je vais commencer par le train de vie de votre frère Bastien et les dettes de votre frère Léandre. C'est souvent par là que le fil se dénoue. » Notre trio improbable s'est mis au travail. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités clandestines. Chloé passait ses nuits à tracer des flux financiers, à contourner des pare-feux, à exhumer des registres de sociétés écrans basées à Genève, à Luxembourg, aux îles Caïmans. Chaque société listée par ma mère menait à une autre, créant un réseau complexe, une toile d'araignée conçue pour dissimuler et blanchir des millions d'euros. C'est du travail de pro, m'a dit Chloé un soir, au téléphone, sa voix fatiguée mais excitée. Delphine n'a pas fait ça toute seule. Elle a eu de l'aide. Des avocats d'affaires, des fiscalistes. Ils ont construit une forteresse numérique. Mais toute forteresse a ses failles. Et je crois que j'en ai trouvé une. Pendant ce temps, Marc travaillait sur le terrain à Lyon. Il menait des filatures discrètes, se faisant passer pour un client potentiel ou un investisseur. Il a documenté le train de vie extravagant de Bastien, des notes de restaurant à plusieurs milliers d'euros, des achats de montres de luxe, le financement d'une galerie d'art qui ne vendait presque rien mais qui justifiait des dépenses énormes. Il a aussi infiltré les cercles de jeu que fréquentait Léandre, confirmant que ses dettes s'élevaient à près d'un demi-million d'euros, une somme qui avait été effacée mystérieusement quelques mois plus tôt par un virement provenant d'une de ses sociétés écrans. De mon côté, je jouais le rôle du cerveau, rassemblant les informations, analysant les données financières que Chloé m'envoyait. Assis au milieu de tableaux Excel, de graphiques et de rapports, je me sentais enfin dans mon élément. Les chiffres me racontaient leur histoire, une histoire de siphonnage systématique, lent et méthodique. Ils prenaient des millions, pas d'un coup, mais par petites touches, des honoraires de conseil, des investissements immobiliers dans des projets qui n'existaient pas, des prêts qui ne seraient jamais remboursés. Nous avions des preuves solides, mais il nous manquait une pièce maîtresse, un témoignage de l'intérieur. Quelqu'un qui pourrait confirmer nos découvertes et nous donner un aperçu de leur plan futur. Sans cela, nous n'avions qu'une théorie, aussi bien documentée soit-elle. Nous étions proches du but, mais la forteresse tenait toujours bon. Comment allions-nous trouver la brèche qui ferait tout s'effondrer et nous mènerait au cœur de leur complot? La brèche est venue d'une source inattendue, un nom que Marc a déterré en fouillant dans les archives de l'entreprise, Daniel Lemaire. Il avait été le directeur financier de l'entreprise Arnaud pendant près de 20 ans, un homme réputé pour sa rigueur et sa loyauté sans faille envers mon père. Il avait été licencié par Delphine 6 mois plus tôt, officiellement pour divergence stratégique. En réalité, il avait été mis à la porte du jour au lendemain,
avec un accord de confidentialité en béton armé et une somme conséquente pour acheter son silence. Marc a retrouvé sa trace. Daniel travaillait désormais pour une petite PME en périphérie de Lyon, une chute vertigineuse pour un homme de sa stature. Le contacter était extrêmement risqué. S'il était toujours loyal à mon père, ou s'il avait peur et parlait à Delphine, toute notre opération clandestine serait exposée. J'ai pesé le pour et le contre pendant une journée entière avant de prendre ma décision. Le risque en valait la chandelle. J'ai obtenu son numéro et je l'ai appelé moi-même. Sa voix était méfiante, tendue, celle d'un homme qui a appris à se méfier de tout. Je ne peux pas vous parler, monsieur Arnaud. Je suis lié par un contrat de confidentialité. Je ne vous appelle pas au nom de l'entreprise, ai-je répondu, choisissant mes mots avec soin. Je vous appelle au nom de ma mère, Isabelle. Je sais à quel point elle vous respectait. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Ma mère avait toujours apprécié Daniel, elle le traitait comme un membre de la famille. J'avais parié sur ce souvenir. Retrouvez-moi demain, à 7 heures, au café des négociants, a-t-il dit d'une voix sourde avant de raccrocher. Le lendemain, dans la lumière matinale du vieux Lyon, Daniel m'a raconté son histoire. C'était un homme brisé, son honneur professionnel bafoué. Il avait vu les premières transactions suspectes, les mêmes que ma mère avait notées dans son journal. Il en avait parlé à mon père, qui, de plus en plus sous l'influence de Delphine, l'avait ignoré. Quand il a confronté Delphine directement, avec des preuves, elle l'a menacé sans détour. Soit vous signez les documents sans poser de questions et vous recevez un bonus confortable, soit vous vous retrouvez à la rue avec une réputation détruite, m'a-t-elle dit, m'a raconté Daniel, la voix amère. J'ai refusé. Le lendemain, j'étais licencié pour faute grave. Ils ont tout inventé. Mais Daniel était un homme prudent. Avant de partir, sentant le vent tourner, il avait fait des copies de certains documents compromettants et les avait cachés. Il me les a remises, une liasse de papier qui constituait la preuve irréfutable de leur détournement de fonds. Mais il y avait pire. Bien pire. Ce n'est pas tout, a-t-il ajouté, la voix basse, en regardant autour de lui comme s'il craignait d'être écouté. J'ai gardé contact avec une ancienne collègue à la comptabilité. Elle est terrifiée, mais elle me parle. Il prépare quelque chose de gros. De très gros. Le coup final. Daniel m'a alors révélé le plan, celui qui devait se dérouler juste après les fêtes de fin d'année. Delphine et Bastien avaient convaincu mon père, dont la santé commençait à décliner et qui leur faisait une confiance aveugle, de signer une procuration générale. Sous prétexte de l'alléger du fardeau quotidien des affaires, ils allaient prendre le contrôle total de ses biens et de l'entreprise. Leur objectif ? Vendre les actifs les plus précieux de la société, les biens immobiliers historiques du centre de Lyon à un fonds d'investissement complice basé au Panama, pour une fraction de leur valeur réelle. Ils empocheraient des dizaines de millions d'euros en commissions occultes, laisseraient une entreprise vidée de sa substance au bord de la faillite, et placeraient toute la responsabilité sur la sénilité et la mauvaise gestion de leur père. Ils avaient même déjà pris rendez-vous avec un médecin complaisant pour obtenir un certificat médical attestant de ses troubles cognitifs. J'étais glacé d'horreur. Les mots ne venaient pas. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une exécution. Ils allaient effacer l'héritage de mes parents, détruire la réputation de mon père, et le laisser porter le chapeau pour leurs crimes. L'horloge tournait, et le dîner de Noël, dans quelques semaines, était ma seule et unique chance d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Le piège devait se refermer sur eux, pas sur mon père. Mais comment arrêter une avalanche quand on est seul face à la montagne ? La peur m'a saisi, une peur froide et paralysante. Et si j'échouais ? Le compte à rebours était lancé. Chaque jour qui nous rapprochait de Noël augmentait la pression à un niveau presque insupportable. Mon appartement parisien s'était transformé en une véritable salle de guerre. Des tableaux blancs couvraient les murs, recouverts de schémas, de noms, de flux financiers. Le sol était jonché de tasses de café vides et de documents. Chloé, Marc et moi-même travaillions sans relâche, animés par un mélange d'adrénaline et de juste colère. La première étape, la plus cruciale, était de mettre en place le mécanisme de défense. Chloé a passé 3 jours d'affilée, ne dormant que quelques heures, pour créer ce qu'elle appelait « le bouton rouge ».
C'était un programme complexe, dormant, qui surveillait en temps réel tous les comptes bancaires de l'entreprise et les comptes personnels connus de mes frères et sœurs. Sur un simple message codé envoyé depuis mon téléphone, le message serait « Isabelle Veil ». Le programme lancerait une série d'alertes de fraude de haute priorité auprès des systèmes de sécurité des banques, déclenchant un gel immédiat de tous les actifs pour 72 heures, le temps d'une vérification. C'était notre assurance vie, notre filet de sécurité. Si les choses tournaient mal pendant le dîner, je pouvais au moins les empêcher de vider les comptes et de disparaître avant que la justice ne soit saisie. Pendant ce temps, j'ai passé des heures avec Maître Laurent. Nous avons épluché le testament de ma mère, ligne par ligne, mot par mot. Et nous avons trouvé la faille, notre arme légale. Une clause, rédigée par ma mère elle-même, que mon père avait dû juger poétique et sans conséquence. Elle stipulait que si la pérennité morale et financière de l'entreprise était menacée par une gestion manifestement déloyale portant atteinte à l'honneur de la famille, le fiduciaire du trust de ma mère, Maître Laurent, avait le pouvoir de nommer un auditeur externe et de donner un droit de veto temporaire sur toutes les décisions stratégiques à un bénéficiaire désigné. Ce bénéficiaire, c'était moi. Mon père avait signé ce document, distrait par le chagrin, sans jamais en mesurer la portée. C'était la clé de voûte de notre plan. De son côté, Marc compilait méticuleusement toutes les preuves dans un dossier qui devenait de plus en plus épais. Les relevés bancaires offshore, les photos de Bastien avec des contacts douteux, les témoignages écrits et signés de Daniel et de son contact à la comptabilité, les rapports d'expertise sur les sociétés écrans. Il a même réussi à obtenir une copie de l'ébauche de certificat médical du médecin complaisant. Chaque page était un clou de plus dans le cercueil de leur impunité. Plus le jour J approchait, plus le poids de ma décision se faisait lourd. Je ne dormais presque plus. Je répétais sans cesse mon plan dans ma tête, comme un acteur avant d'entrer en scène. J'anticipais chaque réplique, chaque accusation. Tu es jaloux. Tu inventes tout. Tu es fou. J'allais faire exploser ma propre famille. J'allais détruire l'image que mon père avait de ses enfants. J'allais provoquer un cataclysme dont personne ne sortirait indemne. Moi y compris. La veille de Noël, en regardant la photo de ma mère posée sur mon bureau, j'ai douté. Une vague de tristesse et de peur m'a submergée. Avais-je le droit de faire ça? N'y avait-il pas une autre solution, moins brutale, moins définitive? Mais ensuite, j'ai pensé à son journal, à sa douleur silencieuse de voir ce qu'elle et mon père avaient construit être rongés de l'intérieur. J'ai pensé aux centaines d'employés qui risquaient de perdre leur travail à cause de la cupidité de 3 personnes. Je devais le faire pour elles. Je devais le faire pour eux. Dites-moi dans les commentaires, l'amour pour un parent peut-il justifier une guerre contre les autres membres de sa famille? Y a-t-il une limite à la loyauté filiale, où la justice et la morale doivent-elles toujours prévaloir? J'aimerais sincèrement avoir votre avis sur ce dilemme. Le 24 décembre, j'ai pris le TGV pour Lyon. Le voyage de 2 heures m'a semblé durer une éternité, un long tunnel suspendu entre ma vie d'avant et le chaos à venir. Chaque kilomètre me rapprochait de la confrontation. En arrivant à la demeure familiale, j'ai été accueilli par la même opulence froide que d'habitude. L'odeur du feu de cheminée et du sapin se mélangeait au parfum coûteux de ma sœur. Delphine m'a salué d'un « Tiens, le Parisien est de retour pour sa dose annuelle de vie de famille », Bastien d'un signe de tête dédaigneux tout en consultant une montre qui valait le prix d'une voiture. Mon père m'a serré la main, une poignée ferme mais sans chaleur, ses yeux me jaugeant déjà. Ils jouaient leur rôle à la perfection, ignorant que le décor était sur le point de s'effondrer. Le dîner a commencé. La conversation était vide, un échange de banalités sur la météo, la bourse, les derniers potins mondains. Je mangeais peu, mon estomac noué par la tension. Je les observais, mémorisation de chaque détail. Le sourire suffisant de Delphine, qui se voyait déjà reine de l'Empire. Le regard ennuyé de Bastien, qui pensait déjà à comment dépenser son futur butin. L'air absent de Léandre, probablement en train de calculer comment rembourser ses dettes avec sa part. Et mon père, au sommet de sa tour d'ivoire, aveugle à la mutinerie qui couvait à ses pieds. Puis, le moment est venu. Entre le plat principal et le dessert, mon père s'est levé, son verre à la main, exactement comme je l'avais anticipé.
Il apportait un toast à l'avenir de l'entreprise, un avenir, disait-il, qui nécessitait loyauté et unité. Puis son regard s'est posé sur moi, froid comme l'acier. Et il a prononcé la sentence. Tu es déshérité, Renaud. Avec effet immédiat. Le silence. Les regards triomphants de mes frères et sœurs. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage est resté impassible. J'ai pris une lente gorgée de vin. J'ai savouré le goût du fruit, du chêne, de la vengeance. Puis j'ai levé les yeux vers mon père. Papa, vérifie ton compte. La confusion, puis l'arrogance, et enfin, la panique. Le téléphone à la main, son visage s'est décomposé. C'est impossible. Il n'y a rien. Zéro. Qu'est-ce que tu as fait? A hurlé Delphine, se levant d'un bond, son masque de perfection se fissurant enfin. J'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé le message Isabelle Veil et j'ai appuyé sur Envoyer. Le bouton rouge était activé. Moi? Rien. Je viens juste de geler tous les comptes de l'entreprise. Et les vôtres? Ai-je précisé en les regardant un par un. Par mesure de précaution. On n'est jamais trop prudent avec les voleurs. Le mot était lâché. Voleur. J'ai sorti de ma veste la première liasse de documents, bien rangés, et je les ai étalés sur la table, parmi les verres en cristal et l'argenterie. Bastien, commençons par toi, si tu veux bien. Voici les relevés de tes comptes. D'où viennent ces 300 000 € virés par une société de conseil en bâtiment qui, selon mes informations, n'a jamais eu de chantier et dont le siège social est une simple boîte aux lettres à Chypre? Bastien est devenu blême. Il a bafouillé quelque chose sur un prêt d'un ami. Un prêt? Intéressant. Parlons de prêt, alors. Je me suis tournée vers Delphine, qui me foudroyait du regard. J'ai sorti une deuxième liasse. Delphine, ma chère sœur. Voici les documents concernant 3 de tes sociétés écrans basées à Genève. Peux-tu nous expliquer pourquoi elles ont facturé plus de 2 millions d'euros d'honoraires de conseil stratégique à l'entreprise Arnaud ces 18 derniers mois? Pour quel service, exactement? Le conseil pour savoir comment piller la société sans se faire prendre? Son assurance a commencé à vaciller. Elle a crié que ces documents étaient des faux, que j'étais un faussaire, un malade mental. Mais les chiffres étaient là, imprimés en noir et blanc, implacables. Le piège que j'avais patiemment tissé commençait à se refermer. Leur visage, si arrogant quelques minutes auparavant, se figeait maintenant dans une expression de pure terreur. La pièce maîtresse allait bientôt entrer en scène, et le public était captif. Le chaos a éclaté dans la salle à manger autrefois si digne. Delphine criait que j'étais un menteur, un manipulateur, que j'avais toujours été jaloux de sa position. Bastien, le visage déformé par la panique, tentait de minimiser, parlant de stratégie fiscale audacieuse et d'optimisation. Mon père, encore sous le choc du solde de son compte, semblait incapable de traiter l'avalanche d'informations. Il regardait les documents, puis ses enfants, son monde s'écroulant sous ses yeux. Il était comme un roi découvrant que sa garde rapprochée l'avait trahi. C'est alors que j'ai abattu ma dernière carte. Le coup de grâce. Vous ne parlez que d'argent, ai-je dit, ma voix s'élevant au-dessus du tumulte, claire et tranchante. Vous essayez de noyer la vérité sous des termes techniques. Mais ce que vous avez fait est bien pire que du vol. C'est une trahison au plus haut niveau. Je me suis tournée vers mon père, le forçant à me regarder dans les yeux. Papa, dans quelques jours, juste après le Nouvel An, Delphine et Bastien allaient te faire signer une procuration générale. Ils avaient déjà le rendez-vous chez le notaire. Ils allaient te déclarer sénile, incapable de gérer tes propres affaires. J'ai sorti le dossier de Marc. J'ai jeté sur la table la déclaration sous serment de Daniel Lemaire, les ébauches de contrats de vente des biens immobiliers, et le pire de tout, la copie du certificat médical pré-rempli par un médecin complaisant, attestant de tes troubles cognitifs avancés. Ils allaient vendre le cœur de ton empire pour une bouchée de pain à leurs complices, empocher des millions au passage, et te laisser, toi, Gérard Arnaud, le fondateur, comme le seul responsable de la faillite. Ils n'allaient pas seulement voler ton argent. Ils allaient voler ton nom, ton honneur, ta vie entière.
Ils allaient te jeter au chien après t'avoir dépouillé. Ce fut le silence. Un silence de mort, absolu, terrifiant. Delphine m'a regardé avec une haine pure, une haine de bête traquée. Bastien fixait le sol, vaincu, toute son arrogance envolée. Mais le pire, ou peut-être le plus pathétique, fut la réaction de Léandre. Le plus jeune, le plus faible, celui qu'ils avaient utilisé comme un pion, a éclaté en sanglots bruyants, comme un enfant. « C'est vrai, papa » a-t-il gémi entre deux hoquets. Ils m'ont dit que tu étais malade, que c'était le seul moyen de tout sauver de tes mauvaises décisions. Je ne savais pas, je le jure. L'aveu. L'aveu qui a tout brisé. Delphine lui a lancé un regard si venimeux qu'il aurait pu tuer. À cet instant précis, comme dans une pièce de théâtre bien orchestrée, la porte du salon s'est ouverte. Maître Laurent est entré, son visage grave et solennel. Il tenait un porte-document en cuir. Il n'a pas regardé les enfants. Il s'est adressé directement à mon père. « Gérard » a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, qui a porté dans toute la pièce, « je suis ici en tant qu'exécuteur testamentaire de votre défunte épouse, Isabelle. » Il a sorti une copie du testament et l'a posée devant mon père. Conformément à l'article 7, paragraphe B, face à une menace avérée pour la pérennité morale et financière de l'entreprise, et face à une gestion manifestement déloyale portant atteinte à l'honneur de la famille, j'ai le devoir et l'obligation d'activer les clauses de sauvegarde. À compter de cet instant, et jusqu'à nouvel ordre, votre fils, Renaud Arnaud, dispose d'un droit de regard et de veto sur toutes les opérations financières et stratégiques de l'entreprise Arnaud. Mon père s'est effondré sur sa chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il a regardé ses enfants, ses favoris, ceux pour qui il avait tout sacrifié. Il ne voyait plus des héritiers, mais des traîtres. Des vautours. Il a lentement tourné la tête vers moi. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux. Juste une incompréhension infinie, une douleur si profonde qu'elle semblait le noyer. Et au milieu de ce chaos, de cette ruine familiale, il m'a posé la question que je redoutais le plus, celle qui a transpercé mon armure de froide détermination. « Pourquoi, Renaud » a-t-il murmuré, sa voix brisée, celle d'un vieil homme soudainement. « Après tout ce que je t'ai fait, tout ce mépris, pourquoi me sauver ?» La question est restée en suspens dans l'air glacial de la pièce, plus lourde et plus tranchante que n'importe quelle accusation. Face à la question dévastatrice de mon père, cette question qui ne parlait pas de business mais de liens du sang et de blessures profondes, la colère et le désir de vengeance qui m'avaient porté pendant des mois se sont évaporés. Ils ont laissé place à une vérité simple, une vérité qui venait du cœur. « Parce que je n'ai pas fait ça pour toi », ai-je répondu doucement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je l'ai fait pour elle. Pour maman. Pour l'honneur de son nom, que vous étiez sur le point de salir à jamais. Ces mots, plus que toutes les preuves financières, ont semblé achever de briser ce qui restait de l'autorité de mon père. Il a simplement hoché la tête, les larmes coulant enfin sur son visage buriné, des larmes qu'il retenait depuis la mort de ma mère. Le lendemain n'a été qu'une succession de procédures froides et légales dans le bureau de Maître Laurent. L'ambiance était funèbre. Les accords étaient non négociables. Delphine, le visage fermé, a été immédiatement démise de toutes ses fonctions. Elle a dû céder ses parts dans l'entreprise pour commencer à rembourser une partie de ce qu'elle avait volé. Bastien, silencieux et hagard, a été contraint de liquider tous ses actifs de luxe, sa galerie d'art, ses voitures, ses montres pour éponger ses dettes. Léandre, en pleurs, a été envoyé le jour même dans un centre de traitement des addictions en Suisse, avec la promesse d'un poste de débutant au plus bas de l'échelle s'il se montrait sérieux et suivait sa thérapie jusqu'au bout. Ils ont signé les documents, leur visage un mélange de haine, de résignation et de peur. En quelques heures, leur monde doré s'était effondré. Mon père, vieilli de 10 ans en une nuit, m'a demandé de prendre la direction de l'entreprise. Pas en tant que faveur, mais en tant que nécessité. Je ne peux plus leur faire confiance, m'a-t-il avoué. Je ne peux faire confiance qu'à toi. J'ai accepté, à titre temporaire, le temps de redresser la barre. Les premiers mois ont été un enfer. Il a fallu rassurer les employés, paniqués par les rumeurs. Il a fallu renégocier avec les banques, qui menaçaient de nous couper les vivres.
Il a fallu faire face à un audit complet qui révélait chaque jour de nouvelles fraudes, de nouvelles trahisons. Mon père et moi travaillions côte à côte, souvent tard dans la nuit, dans un silence pesant. Nous ne parlions pas du passé, pas encore. La blessure était trop vive. Nous nous contentions de reconstruire, brique par brique. 1 an a passé. Nous sommes de nouveau à la veille de Noël. L'entreprise Arnaud est sauvée. Mieux, elle est plus saine, plus transparente. J'ai licencié les cadres complices et promu des jeunes talents qui travaillaient dans l'ombre depuis des années. J'ai instauré une nouvelle culture, basée sur l'intégrité que ma mère aurait voulu. Léandre est sorti de cure. Il travaille à l'entrepôt, et pour la première fois de sa vie, il gagne son propre argent. Il est sobre, et il m'appelle parfois, maladroitement, pour me remercier. Delphine et Bastien vivent en reclus, ayant quitté Lyon, faisant face à l'opprobre social et aux conséquences financières de leurs actes. Ce soir, je dîne seul avec mon père. Pas dans la grande demeure du Beaujolais, que nous avons vendue. C'était un symbole d'un passé trop lourd. Nous sommes dans son appartement en ville. C'est plus simple. Plus vrai. Après le repas, il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, il y avait le journal de ma mère. Je l'ai lu, m'a-t-il dit, la voix rauque. En entier. J'aurais dû l'écouter. Elle avait tout vu. Et j'aurais dû te voir, toi. Pas seulement l'enfant qui n'était pas comme les autres, mais l'homme que tu es devenu. Il n'y a pas d'excuse pour ma cécité. Pardonne-moi, mon fils. J'ai simplement hoché la tête, une boule d'émotion dans la gorge, incapable de parler. Le pardon était un chemin que nous commencions à peine à parcourir ensemble. L'héritage que j'ai reçu ce Noël-là n'était pas financier. C'était la chance de reconstruire, non seulement une entreprise, mais aussi une relation brisée. J'ai appris que la vraie force ne consiste pas à éviter les conflits, mais à les affronter pour défendre ce qui est juste. Que parfois, il faut détruire pour pouvoir rebâtir sur des fondations plus saines. L'héritage de ma mère n'était pas dans un testament, il était dans les valeurs qu'elle m'avait transmises, et qui avaient fini par éclairer le chemin dans la plus sombre des nuits. Avez-vous déjà dû affronter un membre de votre famille pour défendre ce qui est juste, ou découvert que la perte de quelque chose que vous pensiez vouloir vous a en fait mené à quelque chose de bien meilleur? Partagez vos histoires et vos ressentis dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit de drame familial et de rédemption a résonné en vous, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour plus d'histoires sur la victoire face à la trahison, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler que l'intégrité compte plus que les apparences. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous que l'héritage le plus précieux n'est pas ce qu'il y a sur un compte en banque, mais le courage de faire face aux vérités difficiles.